Quelles sont les dérives et désillusions du monde des startups? C'est à cette question et à bien d'autres auxquelles nous allons répondre aujourd'hui avec Marion Fleischer, maîtresse de conférences à l'université Paris-Nanterre et autrice du livre Le monde des startups paru aux presses de Sciences Po. Marion Fleischer, bonjour. Bonjour Denis. Ma première question porte sur le titre de votre ouvrage, Le monde des startups. Quelles sont les conventions et les croyances de ce monde? Alors, j'ai choisi d'effectivement d'appréhender l'objet start-up à travers le concept de monde. C'est un choix qui fait suite à un certain nombre de difficultés liées au choix de cet objet parce que, la start-up, ne correspond pas à une catégorie juridique, ou statistique d'entreprise. On n'a pas vraiment de définition, formelle, claire de ce qu'est une start-up et même sur le terrain, les acteurs que j'enquêtais, n'étaient pas vraiment d'accord, sur une définition, voilà, consensuelle de ce que pouvait être une start-up. Et puis par ailleurs, c'est une catégorie, chargée, de représentation, c'est à la fois, un objet de fantasme, hein, dans de nombreux récits biographiques, qui sont faits des success stories de la Silicon Valley. Voilà, les entrepreneurs de start-up sont souvent dépeints comme des héros, qui changeraient le monde. Donc c'est aussi un objet qui est parfois, chargé de critiques, hein, qui fait l'objet d'un certain nombre de critiques puisque depuis, les années 2010, on voit aussi fleurir tout un ensemble de publications qui mettent l'accent sur le fait que, ce seraient des entreprises, toxiques dans lesquelles, voilà, la tyrannie du bonheur pourrait rendre l'ambiance de travail, assez délétère. Donc, moi, j'avais quand même une conviction, c'était, que ces entreprises-là méritaient d'être interrogées et étudiées en tant que telles, justement parce qu'elles étaient chargées de représentation et aussi parce qu'elles étaient devenues la cible d'actions publiques. Sauf que voilà, en sociologue, fallait que je puisse prendre un petit pas de côté par rapport à cette catégorie. Et donc j'emprunte le concept de monde à Howard Baker, qui est un sociologue américain, et qui utilise ce concept pour parler des mondes de l'art. Et en fait, je trouvais le parallèle assez intéressant parce que dans son livre sur les mondes de l'art, il dit que ce concept lui permet notamment de déconstruire la figure héroïque de l'artiste qui créerait seul son œuvre d'art dans son atelier, voilà, et qui aurait l'idée lumineuse tel un génie inspiré. Et ben je trouvais que le parallèle était assez saisissant avec l'entrepreneur, puisqu'on a aussi un certain nombre de représentations autour de cet entrepreneur schumpeterien, héroïque, qui serait capable d'innover tout seul dans son garage. Voilà, donc on a des similitudes intéressantes, et le concept de monde permet vraiment de réinscrire l'activité de création d'entreprise dans un réseau d'acteurs, et de ressources, de structures qui voilà, aiguillent, soutiennent l'activité entrepreneuriale. Donc ça, c'était un premier point intéressant, et donc c'est ce que j'essaie de faire dans le livre. La deuxième raison qui m'amène à parler de monde des startups, c'est effectivement ce que vous pointez par le terme de convention, c'est-à-dire j'ai cherché à rendre compte des conventions qui unissent ce monde et qui surtout expliquent que le monde des startups soit devenu un monde un peu singulier au sein des mondes de l'entreprise. Comment comprendre que certaines entreprises, voilà, se revendiquent de cette étiquette-là, quelles normes, voilà, distinguent ces mondes de l'entreprise-là. Et il me semblait qu'il y avait quand même, je pense que vous en serez convaincus, un ensemble de traits spécifiques, que ce soit quand on fait référence à la novlangue managériale utilisée dans les startups, le vocable un peu fait d'anglicisme, mais aussi les codes vestimentaires, hein. Quand on regarde Mark Zuckerberg, sa manière de se vêtir, c'est quand même assez différent de, voilà, un PDG, patron d'une entreprise du CAC 40. Donc il y avait tout un ensemble de conventions qui semblaient distinctives, et qui me semblaient importantes à analyser en tant que telles, comme voilà, un principe de distinction des autres mondes de l'entreprise. Et puis, la troisième raison qui m'amène à parler de monde, c'est que chez Baker, toujours, il s'intéresse aux logiques d'étiquetage, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que qu'une œuvre d'art est étiquetée comme étant de l'art. Et donc, je me disais que le parallèle était là encore saisissant avec les startups, si je considère que la startup n'est pas voilà, une catégorie en soi, mais une étiquette apposée à des entreprises,
et bien, ce qui m'intéressait, c'était de comprendre quelles étaient les logiques qui président à cet étiquetage, au nom de quoi, au nom de quels critères et par qui est-ce qu'une start-up peut être reconnue comme une start-up. Et donc l'idée là, c'est de revenir sur les débats, les conflits, les luttes autour de la revendication, la reconnaissance ou la mise à distance de cette étiquette par les acteurs de ce monde. Mmh. Et vous parlez donc d'un monde, mais ce monde, est-ce qu'il a une date de création? Est-ce qu'il et comment il vit aujourd'hui? Alors effectivement, c'est l'objet de la première partie de mon livre, dans laquelle j'essaie de revenir sur les logiques d'émergence du monde des startups dans la Silicon Valley et puis les principes de son importation en France. Mais c'est en fait assez difficile de dater avec précision l'origine de ce modèle, puisqu'en fait, il y a effectivement un moment, en 1970, on voit pour la première fois apparaître dans la presse américaine le terme startup sous la plume d'un journaliste. Pour autant, moi, ce que j'essaie de défendre comme thèse, c'est que c'est pas parce que voilà, le terme apparaît dans les années 70 que le modèle n'était pas déjà présent avant. Et donc, ce que j'essaie de retracer par un travail socio-historique dans lequel je m'appuie sur des sources historiques menées par d'autres personnes spécialistes de la Silicon Valley, j'essaie de trouver les prémices de ce modèle d'entreprise. Et donc, en fait, je remonte quasiment aux années 30-40 en Californie, où en fait, une des premières entreprises qui me semble qui me semble relever de ce modèle, c'est l'entreprise HP, donc Hewlett-Packard, fondée par les deux personnes qui ont donné leur nom à cette entreprise, et qui, sortant de Stanford, voilà, sont encouragés par un professeur, le professeur Terman, à s'installer dans la Silicon Valley pour développer leur entreprise. Et en fait, voilà, on trouve quand même un modèle qui se déploie à ce moment-là autour de l'innovation technologique. À l'époque, c'est pas mal cristallisé autour de l'industrie du semi-conducteur. Et puis peu à peu, ça va donner naissance à un ensemble d'innovations qui conduiront à la naissance du micro-ordinateur, puis d'Internet, voilà, puis de l'économie des logiciels que l'on connaît aujourd'hui. Mais voilà, ce que j'essaie de montrer, c'est que c'est un modèle d'entreprise qui a eu des prémices assez tôt dans l'histoire des États-Unis, qui s'appuie de fait sur un soutien massif de la puissance publique, puisqu'aux États-Unis, dès les années 30, l'État fédéral est un soutien considérable dans l'émergence de ce monde, et puis aussi qui se distingue par un modèle organisationnel, puisque les ingénieurs à l'initiative de ces entreprises ont tendance à vouloir rompre, en tout cas théoriquement, mais aussi en pratique, avec le modèle de la grande entreprise bureaucratique, avec les grands monopoles technologiques de l'époque, en créant voilà, des entreprises de plus petite taille qui seraient, selon eux, favorables à la conception d'innovations technologiques de rupture. Mmh. Et comment on accède à ce monde, soit en tant que salarié ou soit en tant qu'entrepreneur? Alors effectivement, c'est une des questions qui sous-tend mon travail, surtout sur le volet, voilà, de la création de start-up, des profils, des trajectoires des créateurs et créatrices de start-up. Je m'intéresse aux conditions d'accès à ce monde entrepreneurial, et en soulignant qu'elles sont extrêmement inégalitaires. Alors je m'en suis rendu compte en faisant une enquête par questionnaire auprès de 500 fondateurs, fondatrices de start-up. Et ce qui était assez remarquable, c'est que ces entrepreneurs se distinguent assez fortement par leur profil de la plupart des créateurs d'entreprises en France. Alors, ces sources de distinction, je vais revenir dessus, soulignent en fait le caractère très inégal, très inégalitaire, très sélectif des conditions d'accès à ce monde économique. Alors la première distinction, c'est que ces start-upers, alors je vais les appeler comme ça un peu rapidement, je les appelle pas trop comme ça dans le livre, mais pour que ce soit plus compréhensible. Donc ces start-upers, ils se distinguent déjà par un niveau de diplôme bien supérieur à celui des créateurs d'entreprises classiques. La grande majorité des individus de mon échantillon ont un niveau de diplôme équivalent à bac+5, donc ils ont fait des études longues, supérieures.
la majorité d'entre eux sont également issus des écoles de commerce et d'ingénieurs. Donc, ils ont voilà un diplôme prestigieux qui les distingue quand même voilà, de la plupart des créateurs d'entreprises qui sont pas tant diplômés en soi. Et donc donc ça montre quand même que voilà le passage, suivre des études longues et passer par des grandes écoles semble quand même être une condition d'accès à ce monde-là. Je reviendrai peut-être un peu pourquoi dans un second temps. Et donc, le deuxième point de distinction, c'est le fait, c'est au niveau de leur origine sociale, puisque ces créateurs de start-up sont en grande majorité issus de la fraction économique des classes moyennes et supérieures, c'est-à-dire qu'ils ont un père cadre, dirigeant d'entreprise, et ont généralement baigné dans des milieux proches des milieux d'affaires. Et de fait, ils héritent de leur milieu familial relativement favorisé, non pas forcément ce qu'on pourrait appeler un habitus de travailleurs indépendants, puisqu'ils héritent pas, ils sont pas forcément des enfants de créateurs d'entreprises eux-mêmes, mais en revanche, ils héritent d'un capital économique vraiment important, puisque et qui va faire la différence, puisque typiquement pour une grande majorité d'entre eux, les parents investissent directement au capital de leur entreprise. Le deuxième élément dont qu'ils peuvent retirer de leur milieu social, c'est un capital social, comme on dit en sociologie, c'est-à-dire un réseau de relations pertinentes en lien avec le milieu des affaires qu'ils peuvent mobiliser ensuite dans la création de leur entreprise. Voilà, donc il y a ces deux éléments, et effectivement le passage par des grandes écoles non seulement les socialise à ce qu'on a appelé l'esprit d'entreprendre, c'est-à-dire qu'ils ont intériorisé par des formations un certain attrait, un certain goût pour l'entrepreneuriat, mais ils disposent aussi à travers ces écoles de ressources très concrètes qui les amènent sur le chemin de la carrière entrepreneuriale, puisque de plus en plus dans les écoles de commerce, d'ingénieurs, il y a maintenant des incubateurs. Donc ce sont des structures d'accompagnement spécialisées pour ces entreprises, qui sont à disposition de toutes celles et ceux qui sortent diplômés de leur filière. Et donc ils ont accès à ces structures d'hébergement, au réseau de relations affairées, à un vivier aussi de recrutement parmi les jeunes diplômés de ces écoles qu'ils peuvent recruter en tant que stagiaires. Donc il y a vraiment aussi des ressources très concrètes liées à ces formations. Et puis alors l'autre et dernière caractéristique majeure de ces créateurs et créatrices de start-up, c'est que, et là je réponds peut-être plus directement à la question des modalités d'accès à ce monde, c'est que contrairement à la plupart des patrons, chefs d'entreprise qui sont généralement des travailleurs indépendants, qui se mettent en tant que qui ont un statut indépendant, et bien moi ce que j'observe, c'est que d'une part les créateurs de start-up sont en grande majorité d'anciens cadres salariés, donc ils ne viennent pas du monde de l'indépendance, et que par ailleurs ils ne sont pas indépendants lorsqu'ils créent leur entreprise. En fait la plupart la trajectoire assez classique, c'est ils font des études en école de commerce, ils vont travailler entre 3 et 5 ans en tant que cadre salarié dans un grand groupe. Ils développent une expérience professionnelle comme cela, et après ils négocient avec leur employeur une rupture conventionnelle qui leur permet d'avoir accès à des allocations chômage pour une durée allant jusqu'à 2 ans, ce qui permet de sécuriser leur bifurcation professionnelle, d'avoir une source de revenus pendant les premiers temps de leur entreprise. Et puis par ailleurs, quand ils créent leur société, ils prennent le soin de créer leur société sous forme de SAS, donc Société Anonyme par Action Simplifiée, ce qui leur permet d'être chef d'entreprise salarié, et donc en fait de cotiser pour leur retraite, d'avoir un salaire mensualisé, d'être attaché au régime général de la sécurité sociale, et grâce à une des dernières mesures mises en œuvre par Emmanuel Macron, de bénéficier aussi du chômage. Et là, vous avez évoqué les spécificités des créateurs et créatrices d'entreprises. Est-ce qu'il y en a une pour les personnes qui sont salariées de ces entreprises-là? Alors, ce qui est assez étonnant, en tout cas remarquable quand on va faire des observations en start-up, c'est la grande homogénéité, la grande proximité sociale entre effectivement les salariés de start-up et leurs dirigeants.
Alors ça peut s'expliquer par le fait que, ces dirigeants de start-up, comme je le disais, hem, ce sont d'anciens cadres salariés, qui ont travaillé dans des grands groupes, et une des logiques de leur engagement, dans la carrière entrepreneuriale, c'est une volonté de retrouver un cadre de travail plus souple, de par leur projet entrepreneurial, retrouver une forme d'épanouissement personnel, de réalisation de soi, d'évoluer dans un cadre, voilà, où ils auraient plus d'autonomie, plus de responsabilité. Et en faisant, voilà, en se mettant, voilà, en rupture avec la grande entreprise classique, ils cherchent aussi à créer des entreprises qui revendiquent un cadre managérial propice à ces, différentes dimensions pour leurs salariés. Et donc, ça attire, hein, bien évidemment, une part croissante de jeunes diplômés qui, elles et eux sont passés par des formations entrepreneuriat, ne se sentent pas toujours, prêts, ou ne pensent pas avoir les qualités pour eux-mêmes créer des startups, mais veulent également participer à un projet qui a du sens, à taille humaine, en rupture avec, voilà, la grande organisation bureaucratique. Et donc ces salariés de start-up sont aussi en grande majorité relativement jeunes, issus de la fraction économique des classes supérieures, très diplômés, souvent issus aussi des écoles de commerce et d'ingénieurs. D'ailleurs, ils se connaissent, ils se sont souvent rencontrés lors de leur parcours scolaire, lors de leur parcours professionnel. Et donc voilà, on a quand même, là aussi, hein, une sélection à l'entrée. Et d'ailleurs, ça se voit, assez, clairement, parce que donc moi je me suis faite embaucher dans plusieurs startups, et donc j'ai assisté, assez fréquemment au processus de recrutement. Et donc pendant le recrutement, il y a à la fois des logiques de recrutement qui reposent sur des critères techniques, professionnels, de qualification, mais il y a aussi une étape dans les recrutements en start-up, qui s'appelle, les entretiens de fit, heu et où il s'agit de vérifier que, les salariés vont bien s'entendre avec le reste de l'équipe, vont bien correspondre à, l'esprit d'entreprise. Et ça contribue aussi à favoriser cette grande, proximité sociale, générationnelle, et hiérarchique, hein, in fine, entre les salariés et les fondateurs de start-up. Donc je vous dirais que les modalités d'accès sont pas aussi sélectives, mais quand même globalement, du même ordre. Mmh. Vous avez évoqué à plusieurs reprises le fait, qu'il y ait une volonté de la part à la fois des créateurs ou des créatrices, mais aussi des personnes qui intègrent cette entreprise, d'être dans une rupture avec, on va dire la bureaucratie des grandes entreprises, ou plutôt d'une forme de bureaucratie des grandes entreprises. Mmh. Et si je vous dis ça, si je reprends vos mots-là, c'est pour savoir savoir s'il y a véritablement une rupture avec cette Mmh. bureaucratie, et s'il y a d'autres spécificités, on va dire managériales ou organisationnelles des startups. Oui, ben, effectivement, je pense, enfin, une des questions, en tout cas qui m'a animée dans ma recherche, quand j'ai fait des observations, en start-up, c'était, de comprendre si enfin d'arriver à mieux saisir si les discours de rupture affichés par ces fondateurs, étaient, seulement de l'ordre rhétorique, de l'ordre du discours, ou si c'était, bien réel. Enfin, si ça se traduisait par des, dispositifs concrets. Donc ma réponse, elle est quand même claire. Il y a un modèle managérial organisationnel singulier. D'accord. Ils sont effectivement porteurs d'une volonté de rupture qui se traduit, par un mode d'organisation du travail qui, met l'accent sur, l'autonomie des salariés, leur responsabilité, leur responsabilisation, leur, bien-être, voilà, et leur proximité. Alors, je vais peut-être, revenir un peu sur deux trois éléments qu'on retrouve. Mais donc mon point, c'est de dire que quand même, c'est relativement singulier, même si, certains de ces, dispositifs-là, ont été empruntés, hein, à d'autres, modèles d'entreprise. Mais c'est vrai, ce qui est singulier, c'est leur, mobilisation conjointe, en fait, dans un cadre de travail, particulier, qui vise à produire l'auto-engagement des salariés. Donc c'est ça ma thèse. Hem Et donc
Les différents leviers qu'on retrouve, c'est, premièrement, la volonté, d'aplatir le plus possible les marqueurs hiérarchiques, d'atténuer le plus possible les marqueurs hiérarchiques. Donc je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de hiérarchie, mais il y a clairement une volonté managériale, d'aplatir, l'organisation, de donner une apparence d'horizontalité. Et Mmh. ça passe par des choses très concrètes, hein, ce que je vous disais, donc des critères de recrutement qui visent à favoriser une forte proximité sociale, générationnelle et donc hiérarchique entre les différents niveaux. Des modes d'interaction aussi qui sont marqués par une grande informalité. Tout le monde se tutoie, tout le monde se fait des blagues, mais ceux aussi avec vos managers. Ils utilisent notamment un petit logiciel de communication en interne où tout le monde parle avec des emojis, sans se prendre, voilà, sans formalité, quoi. On utilise très peu le mail, on s'en fiche s'il y a des fautes d'orthographe, des majuscules non respectées. Enfin, il y a une grande informalité des échanges qui contribue à se donner cette impression, voilà, d'aplatissement. Et puis, il y a aussi une grande proximité affective produite par une culture d'entreprise qui met l'accent sur les liens forts, le collectif, l'attachement. Et en fait, dans les startups en démarrage, on voit que les fondateurs sont très proches, hein, de leurs équipes. Ils déjeunent avec eux, ils font des sorties avec eux, ils vont au sport ensemble. Donc c'est quand même particulier. C'est-à-dire que c'est peut-être assez typique de ce qui se passe dans des toutes petites entreprises. Mais dans les startups, ça reste quand même le cas jusqu'à environ 50, 60 salariés. C'est souvent assez répandu. Mmh. Deuxième élément qui est pas effectivement vraiment propre aux startups, mais c'est quand même un pilier assez important de ce modèle organisationnel, c'est la volonté de mettre l'accent sur l'autonomie et la responsabilisation des salariés. Et ça passe notamment par des méthodes de management par projet. Donc c'est en ça que je dis que les méthodes de management par projet, elles sont assez répandues maintenant dans tout un tas d'organisations, même dans les grands groupes. Sauf que dès lors que ça a été un peu emprunté, les startups ont voulu se distinguer et on observe notamment un accent mis sur les méthodes dites agiles, qui là cherchent encore à se distinguer du management par projet, en poussant, hein, le modèle encore plus loin. L'idée, c'est de vraiment organiser le travail par petite équipe, euh, toute petite équipe autonome, pluricompétente, où tout le monde est un peu le chef, hein, le chef de son périmètre fonctionnel, le chef de ses propres compétences. Ce ne sont plus d'ailleurs des chefs qui donnent le travail, mais bien les équipes qui décident elles-mêmes, hein, de leurs objectifs, de la façon dont elles vont les atteindre. Et la supervision se fait de manière matricielle, de manière horizontale. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'il n'y a pas de hiérarchie, mais elle est diluée, elle est horizontalisée, et donc ça donne un sentiment, en tout cas aux salariés, d'être responsables de leur propre projet, et c'est un facteur énorme d'auto-engagement au travail. Parce que Mmh. quand vous rendez les personnes responsables de leur projet, eh bien, vous les engagez d'autant plus. Et puis voilà, le troisième point qui est assez central, c'est comment euh, c'est donc cette fameuse culture d'entreprise, hein, l'accent mis sur la culture d'entreprise, qui vise à attacher les salariés au collectif de travail par l'affect. Il y a une énorme place donnée à l'informalité des échanges, au collectif, à ce que certains appellent, voilà, le bonheur, le bien-être. Mais alors, c'est pas accessoire, c'est central. Dans la start-up où j'ai fait mon deuxième terrain d'enquête, c'était des millions d'euros qui étaient consacrés à ce poste de dépense, donc qui consistait à aménager les bureaux de façon assez agréable, organiser des fêtes tous les mois pour fédérer l'équipe, organiser 2 fois par an des week-ends d'entreprise. Donc pourquoi ce n'est pas anecdotique, c'est que vraiment c'est à travers ces moments-là que les fondateurs permettent aux salariés de créer du lien. Et créer du lien, c'est créer de l'attachement, c'est créer de la loyauté les uns vers les autres, les uns et tous envers l'organisation. Et donc voilà, c'est vraiment un levier assez important parce que voilà, notamment, peut-être qu'on reviendra là-dessus, mais en cas d'insatisfaction, c'est ça qui fait que ça tient. C'est en partie cet attachement généré par ces politiques d'entreprise à l'égard de l'entreprise, des fondateurs et des collègues, qui fait que ça Vous avez tient. parlé donc, vous venez de décrire la singularité organisationnelle ou managériale des startups, et vous avez dit à plusieurs reprises que cette singularité, elle doit permettre l'auto-engagement. Qu'est-ce que vous entendez par auto-engagement? Comment ça se matérialise l'auto-engagement? Oui, pardon, je suis peut-être allée un peu vite, mais en fait, moi, ce qui m'avait
énormément surprise en arrivant sur ce terrain, c'était, à la fois c'était un paradoxe parce que à la fois je trouvais que la contrainte hiérarchique verticale était beaucoup moins visible, beaucoup moins, palpable. Les salariés pouvaient travailler depuis des canapés, ils pouvaient, arriver un peu en retard, certains jours, être libres d'aller, se servir du café, de parler, de prendre leur pause quand ils le souhaitaient et en même temps, ils travaillaient tous énormément. Alors que voilà, personne les rappelait vraiment à l'ordre sur ce point. Donc je me demandais, mais quelles étaient les conditions de ce surinvestissement au travail? Comment en comprendre ce paradoxe? Et donc j'ai essayé de mettre en évidence les mécanismes informels, sous-jacents de ce modèle d'organisation qui crée l'engagement des salariés, non pas par le contrôle hiérarchique vertical euh, bureaucratique qu'on connaît, voilà, c'est pas du reporting, on n'est pas en train de badger, on leur donne certes des objectifs, mais c'est pas au centre du modèle. Mais qu'est-ce qui faisait qu'ils allaient voilà autant travailler? Et donc ça a été mon énigme et une des réponses, enfin voilà, je vous l'ai dit, c'est à la fois la responsabilisation par projet, l'hybridation aussi d'objectifs qui sont à la fois individuels et collectifs, hein, puisqu'ils ont des objectifs avec des primes, mais il y a aussi une volonté de faire participer tout le monde à l'entreprise commune de l'entreprise en les intéressant au capital. Ça, c'est quand même aussi un levier assez propre aux startups. Et puis, voilà, l'autre dimension, c'est de faire en sorte qu'ils se sentent bien sur leur lieu de travail, que leurs collègues deviennent leurs amis, parce que si vous vous sentez bien, eh bien, ça crée le cas d'une extensivité du temps de travail. Vous allez rester un petit peu plus tard le soir pour aller boire un verre avec vos collègues en fin de journée, sans compter vos heures. Si du sport est organisé sur votre lieu de travail, vous allez rester également. Et tout ça va peu à peu faire que la startup va coloniser tous les aspects de votre vie et vous amener à donner de vous, mais même de votre propre personne, encore plus dans votre travail. Vous parlez de surinvestissement, est-ce que il y a des dérives qui sont liées justement à cette volonté euh, de mettre en place une organisation qui favorise et valorise ce surinvestissement? Oui, effectivement, ce que j'essaie aussi de pointer, c'est les dérives, les limites de ce modèle. Bon, premièrement, déjà, il y a tous les salariés ne sont pas égaux hein, face à ce type d'injonction. Notamment ce que j'observe dans les startups en démarrage qui emploient beaucoup de stagiaires, c'est Mm. que ces injonctions à l'autonomie, à la responsabilité peuvent parfois être assez en décalage avec l'objectif du stage, hein, puisqu'ils sont là pour apprendre, sauf qu'on leur demande d'être autonomes, ils sont très peu encadrés, très peu suivis. Alors pour les stagiaires, c'est un peu ambivalent. À la fois, travailler pour une startup, ça permet d'échapper à ce qu'ils appellent le stage photocopie. Donc, ils se sentent vachement plus valorisés. Ils ont l'impression qu'on leur fait confiance et donc ils se sentent flattés hein, d'être autant responsabilisés. Et en même temps, celles et ceux qui sont peut-être les moins capables hein, de faire face à cette injonction parce qu'ils ont moins de ressources scolaires, professionnelles, sociales, eh bien, ça peut être une source de souffrance, hein, un sentiment d'abandon qui peut vraiment les mettre dans des situations très compliquées. Donc ça, c'est la première chose, c'est que tous les salariés, tous les travailleurs ne sont pas égaux face à ces injonctions. Pardon. Et puis le deuxième élément, c'est que en phase de croissance, la structure de la start-up va peu à peu se bureaucratiser, se hiérarchiser. Et ce que j'ai décrit comme en fait des caractéristiques singulières de ce modèle managérial et d'un point de vue un petit peu idéal, tout ça va peu à peu se fissurer et notamment créer de grandes inégalités. Donc la première chose, c'est que par exemple ce que certains salariés présents au début vont plutôt apprécier, à savoir le caractère un petit peu horizontal, informel de l'organisation, ben, tout ça va peu à peu se durcir. Des process vont être mis en place et donc vont structurer davantage le travail. La structure de l'entreprise va aussi se hiérarchiser, sauf que parfois les promesses qui ont été faites au tout départ pour ces salariés, à savoir de pouvoir connaître une certaine ascension professionnelle dans ces entreprises, ben, ces promesses sont pas toujours tenues, notamment parce qu'avec les levées de fonds, les fondateurs vont se mettre à recruter des managers à l'extérieur. Donc ils vont voilà faire venir des supérieurs hiérarchiques de l'extérieur dans l'entreprise.
On voit aussi la pression des actionnaires de plus en plus forte sur les chiffres. Donc, les salariés sont de plus en plus poussés à être productifs. Ça va aussi se traduire par des modes de gestion du personnel un peu plus durs. Moi, quand je suis commencé à faire mon terrain dans cette start-up qui venait de passer de 60 à 120 salariés, lever 40 millions d'euros, eh bien, il y avait vraiment eu une inflexion dans les politiques managériales que les salariés me confient, enfin, dont les salariés me parlaient en entretien en me disant que c'était la première fois qu'ils avaient entendu que quelqu'un s'était fait licencier, que ça n'était jamais arrivé par le passé. Donc il y avait vraiment un changement dans la manière de gérer cette entreprise. Et ce qui apparaît de manière assez flagrante, c'est que ces effets-là, ils sont encore une fois très inégaux selon les personnes et la position qu'elles occupent dans l'organisation. Et donc, si je vous schématise, on voit vraiment un creusement des inégalités assez fort entre, d'un côté, les métiers de la tech, qui sont des métiers très qualifiés, souvent très masculins, qui vont être de mieux en mieux rémunérés au fil des levées de fonds. C'est-à-dire que plus l'entreprise va grandir, plus ils vont avoir des rémunérations attractives pour les attirer et surtout pour les fidéliser. Des conditions de travail aussi un peu plus avantageuses, avec beaucoup plus de télétravail, de flexibilité dans leur organisation du temps, du travail. Tandis que de l'autre côté, les métiers dits du support, donc des ressources humaines, du service client, et qui sont aussi les plus féminisés, vont un peu stagner du point de vue des rémunérations et voire être sous-traités carrément à d'autres instances. Donc voilà, moi ce que j'essaie de défendre, c'est qu'il y a quand même des grands gagnants et des grands perdants à ce processus de croissance et que ces inégalités recoupent souvent aussi une segmentation genrée des métiers. Pour conclure, je serais curieux de savoir s'il existe une spécificité française dans ce monde que vous venez de décrire des startups. C'est pas une question facile. J'ai essayé d'y répondre, mais je pense pas forcément de manière très convaincante. En fait, ce qui me semble, je vais vous répondre en deux temps. D'abord, je pense que le modèle des startups est un modèle transnational qui tend à se répandre par son modèle économique, son modèle organisationnel et idéologique, voilà, de la même façon à peu près dans tous les pays. D'autant que ce sont souvent des structures qui elles-mêmes sont implantées à l'international, donc articulent, voilà, généralement se déploient sur plusieurs pays. Pour autant, s'il y a une spécificité française, il me semble que c'est dans la temporalité dans ce cas-là, c'est peut-être plutôt une spécificité européenne, mais par rapport aux États-Unis, donc je vous disais au tout début de l'épisode que je reviens. Enfin, pour moi, les prémices du modèle de la startup aux États-Unis remontent aux années 30-40. Du coup, ça fait quasiment un siècle en fait qu'elle se développe. En France, les premières startups sont apparues dans les années 2000 avec la bulle, avec la bulle Internet, ont disparu au moment de l'éclatement de la bulle et ont connu un nouvel essor autour des années 2010. Donc, ça fait à peine 15 ans. Donc, en fait, je dirais que c'est leur caractère relativement récent par rapport aux États-Unis. Et donc, de fait, je pense que si on regarde un peu comment s'est structuré le marché des startups en France, on est encore au balbutiement de ce modèle-là et à peu près au même niveau de développement qu'on observait aux États-Unis dans les années 50, où l'État était encore absolument central dans le financement de ces entreprises. Donc on retrouve ça en France, où l'État, à travers la Banque publique d'investissement, à travers la French Tech, est le principal investisseur des startups françaises. Mais c'est voilà, aussi lié au fait que les investisseurs privés n'ont pas encore eu le temps vraiment de se structurer. Aux États-Unis, c'est à partir des années 60 que les premiers fonds de capital risque vraiment prennent de l'ampleur. Donc on peut se dire que peut-être que ça va se développer un peu plus tard. Bon, par ailleurs, les startups françaises n'ont pas le même marché que des startups américaines ont, en se déployant à l'échelle des États-Unis. Donc voilà, d'aucuns diraient que les startups françaises sont un petit peu moins innovantes d'un point de vue technologique, moins internationalisées, etc. J'irai pas sur ce terrain-là. Je pense que c'est surtout une affaire de temporalité. Peut-être que l'investissement public est particulièrement fort encore.
Et peut-être effectivement que le marché est plus modeste du fait que le marché en langue française qui est le premier le premier pas de ces startups-là est plus limité. Marion Fléchère, merci. Merci à vous, Denis. C'est sur ces mots que se termine notre épisode consacré à l'ouvrage Le monde des startups de Marion Fléchère, paru aux presses de Sciences Po. Merci et à très bientôt.